Bonjour, bonjour à tous. Encore moi, Célia Gouvillac, avec encore une petite interview Yes to Life. Aujourd'hui, je suis avec un cher monsieur que j'ai croisé tout à fait par hasard, que je ne connaissais pas, mais dans son élégance et dans sa manière de faire, il a attiré l'œil de moi-même et d'un ami qui était assise sur une terrasse de café à Bordeaux. Et donc, il s'agit de Raymond Forestier, qui est là. Et donc, Raymond, je lui dis, il faut absolument que j'interviewe ces personnages. Et donc, je lui ai proposé de répondre aux 3 petites questions Yes to Life. Et nous voilà. Donc, nous sommes au Tanem Road, un restaurant colombien à Bordeaux, d'une chère amie. En fait, à Raymond, il ne sait rien. C'est pour ça qu'il est un peu anxieux, parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas quelles sont les questions qui vont être posées. Donc, je vais commencer, Raymond, pour te demander de te présenter un petit peu, parler un petit peu de ta biographie de façon synthétique. Et ensuite, je commence à te poser les questions Yes to Life. Ça te va? Yes to Life. Alors, oui, on s'est rencontrés par hasard. Et c'est quoi la question, en fin de compte? Qui je suis? Je suis moi. Alors, je suis quelqu'un de libre, quelqu'un de désordonné et quelqu'un qui aime le désordre pour pouvoir être libre. On croit que la liberté, c'est tout et n'importe quoi. Non, je suis très, très précis dans ma liberté. Plus c'est beau, plus c'est organisé, plus c'est beau. Enfin, c'est ma façon de penser. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pas clair. Vous allez voir, il y a des trucs bien. Donc voilà, donc je suis un garçon né. Moi, je suis un artiste depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Donc j'écris des textes, je me vends en tant que comédien. J'écris des textes pour la télé, pour la publicité à la télévision. Et puis aujourd'hui, j'ai un spectacle qui tourne en France, qui s'appelle « Je vois pas pourquoi je ferais mes adieux au show business ». Ils m'ont même pas dit bonjour. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et puis voilà, donc je suis indépendant, je suis pas intermittent du spectacle parce que je n'ai pas envie d'être intermittent du spectacle. Ça peut être une question pourquoi, parce que j'ai pas envie d'être intermittent du spectacle. Et j'ai envie d'être libre et de dépendre de personne. Je faisais une liberté entière. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Ah, ça c'est, voilà. Moi je comprends mieux pourquoi je t'ai proposé de répondre à mes questions, tu vois. Voilà. Je ne connaissais pas de la même façon comme tu viens d'expliquer tout ça, mais je l'ai senti. Donc c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai osé te demander de répondre aux questions Yes to Life. Donc les questions du Yes to Life concernent la vie. D'accord. C'est la première question, elle concerne absolument la vie, qui est Yes to Life. Fais-tu partie des gens qui disent oui à la vie? Et si tu le fais, comment tu fais cela? Est-ce que je dis oui à la vie? Oui, je dis à la vie, sinon je l'arrêterai, hein, je ne suis pas complètement fou. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je l'arrête. Je ne veux pas donner de mauvaises idées, mais à un moment donné, si ça ne te plaît pas, change de pays, change d'amour, change d'amis, ou si vraiment, je veux pas, mais bon, oui, sinon, oui, je dis oui à la vie, même quand, alors je vais aller dans l'autre sens, même quand c'est pas terrible, quand c'est pas bon, c'est machin, dis oui, parce que le oui t'apporte la minute d'après, et dans la minute d'après, il y a un vrai oui. Et si c'est pas la minute d'après, ça sera la minute suivante. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc obligatoirement, oui, je dis oui à la vie, parce que dire oui, c'est jouer. Donc le jour où tu arrêtes de jouer, bah tu peux pas gagner. Donc je dis oui au jeu, ouais, oui, je joue au casino, j'ai perdu, qu'est-ce que je fais? Je ressors et j'ai perdu. Et ben je dis oui, et je remets une pièce, jusqu'au jour où je n'aurai plus. Mais la pièce, on l'a dans un sourire, on l'a la preuve dans une rencontre, on l'a dans une idée, on l'a dans une émotion, on l'a dans un amour, on l'a partout la pièce. Alors des fois elle n'est pas terrible, mais à toi de faire en sorte qu'elle soit plutôt jolie. Voilà, et là on est au mois de janvier, mi-janvier, il va y avoir le printemps, il va y avoir le soleil, il va y avoir plein de choses, puis ça va super vite, donc la réponse est oui madame. Voilà. Parfait. Un peu plus de détails ou pas? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal. J'aime bien cette idée d'être dans cette minute. Ça me permet d'amener un proverbe que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à un moment donné, il y a très longtemps dans mon parcours. Ce proverbe, il dit « Prends soin des minutes, le temps se chargera des heures ».
Et ce que tu as dit, voilà, après la minute, voilà, quelque chose se produit. Et en fait, ça revient au moment présent. Ça revient à vivre dans le moment présent. Donc, enfin, c'est ce que je ressens par rapport à ta réponse. Et je trouve ça extraordinaire. Ce qui n'est pas facile du tout de vivre dans le présent pour la plupart de nous, humains. Tu trouves ça extraordinaire? Oui, je trouve extraordinaire dans le sens où il y a une grande difficulté. La plupart des gens, ils n'en sont pas capables. C'est pour ça que je trouve que c'est difficile. Ouais, mais c'est ça le truc, il faut positiver, enfin positiver, je sais que c'est difficile, je suis bien placé pour le savoir. J'ai écrit un livre là-dessus, vous verrez que si vous le trouvez, vous avez de la chance. Mais, mais j'ai écrit de relancer tout le temps, de trouver une solution. Si tu n'es pas bien, si tu as perdu un amour, si tu as perdu quelqu'un de proche, de très très proche, n'arrête pas, continue, trouve le positif. Dans le négatif, il y a du positif. Donc voilà, c'est ma vision des choses. Il faut positiver, vraiment. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord, je rigole. Je rigole parce que j'adore rire et j'aime beaucoup ces moments de rencontres avec des personnes que je connais ou que je ne connais pas du tout. Parce que des fois, je rencontre quelqu'un et 5 minutes après, je suis en train de l'interviewer. Parce que j'aime rencontrer les gens, j'aime justement partager ces moments de connaissances, de temps de vivre de chacun qui est très différent. Et ça permet aussi de m'aider dans mon propre cheminement. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pose ces questions. Je suis ton sauveur. Non, je n'ai pas de sauveur. Mon sauveur, il est là. Voilà, il s'appelle moi-même. On a chacun son sauveur. Sa sauveuse. De bonnes raisons. Voilà, bah super. Merci beaucoup pour avoir répondu à la première question. Ah, c'était la première. Donc, la deuxième question concerne l'œuvre d'art. Ouais. Donc, la question est, penses-tu que l'œuvre d'art peut permettre l'élévation de la conscience? Ça dépend pour qui. Pour toi, là, en l'occurrence, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, après, c'est prétentieux de dire... Dans l'art, il y a quelque chose de vrai, d'honnête, de pur, de sincère, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. J'ai plein d'exemples comme ça. Mais ouais, bien sûr que ça dépend pour qui. Il y a des gens qui ne vont pas le recevoir, c'est pas méchant ce que j'ai. Il y a des gens qui ne reçoivent pas l'art. Voilà, je vais prendre l'exemple le plus idiot, le plus ringard, le plus... Voilà, peu importe ce qu'on en pense pas. Tu as des peintres qui se sont contentés de faire une tache sur une toile. Il y a d'autres gens qui ont acheté ça des milliards parce qu'ils ont trouvé ça génial. Hein. Et tu vas faire ça, voir cette toile à quelqu'un qui bosse tous les jours difficilement à l'usine. Il va dire, il y a quelqu'un qui a donné 1 milliard pour ça. Tu vois, alors, il sait élever la conscience, le mec qui va se poser cette question-là. Non, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que là, ce monsieur qui voit cette toile qui coûte 1 milliard parce qu'elle a un trait et une petite tache à côté, je pense à Picasso, hein, que j'admire, voilà, le travail de Picasso. Mais Picasso a fait des trucs, voilà, s'ils sont vus par des gens qui n'ont pas ce décalage-là, ça peut être super difficile à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut passer le cap de ça. Pour passer le cap de ça, il faut avoir une ouverture d'esprit. Je ne dis pas, hein, je ne vais pas mettre des gens à dos, mais des fois, c'est pas simple à comprendre. L'art, c'est la musique, c'est la peinture, c'est la sculpture. Moi, tout à l'heure, il y avait un tableau de Botero. Moi, j'aime beaucoup Botero. Et Botero, c'est des formes rondes, généreuses, machin. Et puis, il y a d'autres qui vont dire, ah bah, Botero, il faisait que des femmes grosses, bedonnantes, c'est moche, machin. Donc, ça dépend pour qui. Et moi, je trouve que Botero savait traduire, justement. Ah, je me fais encore des ennemis. Mais c'est ma spécialité, ça fait 30 ans que j'en fais comme ça. Voilà, le critère de la beauté n'est pas obligatoirement la femme mannequin, machin, mais Botero, par exemple, a su transmettre la beauté justement de la femme ronde, avec ses poitrines, avec ses fesses. Et ça, je trouve ça chouette. Donc l'art peut amener aussi ça. Il y a des gens qui vont pas traduire, je sais pas, un paysage, ils vont dire, bon bah oui, c'est un paysage, et puis un artiste qui va le peindre, il va donner une vie à ses couleurs, à ses profondeurs, et l'art peut... C'était quoi la question déjà? C'était quoi la question? L'art peut-elle permettre d'élever la conscience? Donc voilà, bah voilà, ça c'était la question. Est-ce que pour toi, personnellement, bien sûr que ça peut te... Voilà, justement. Bien sûr que... Donc voilà, donc bien sûr, l'art, ça te permet de t'ouvrir, machin. Et ça serait bien que l'art soit
beaucoup plus disponible dans les écoles, même dans les entreprises, qu'il y ait des créneaux pour faire découvrir l'art à ceux qui n'ont pas accès à l'art. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'art, qui ne savent pas qui savent même pas ce que c'est. Ils savent qu'il y a de la musique, qu'il y a des peintres, et voilà, mais il y a tellement de choses. C'est vrai ça. Toi, tu fais de la peinture, c'est ça, non? Parmi d'autres, oui. Ouais. Dans mes rôles. Et de la sculpture aussi. Dans mes rôles d'humaine, je joue beaucoup de rôles comme toi. Et tu fais de la sculpture. J'ai fait de la sculpture. Mais on peut les trouver où tes sculptures? Il va faire ma pub maintenant. Non, mais je suis le seul artiste qui renvoie la balle à chaque fois. Il m'en renvoie bien la balle. Parce que les artistes, ils parlent d'eux tout le temps. Mais non, il faut renvoyer la balle, ami artiste. Ouais, t'as raison. Ça s'appelle un échange, sinon il n'y a rien. Bon, alors. Tu me trouveras, t'inquiète. Ouais, faut trouver. Non, mais c'est bien, moi j'ai vu, c'est étonnant. Étonnant, surprenant. Aimant, joli. Voilà. Donc alors. Bah voilà, c'est il y a un tableau derrière. Voilà. Alors c'est pas que ça. Du café. Il y a des trucs. C'est une des signatures de Célia Gouveia, une des. Ouais, c'est joli, j'ai vu ça tellement longtemps, j'étais. Ouais. Donc voilà, donc voilà, oui, l'art ça doit ouvrir, mais l'art doit s'ouvrir et le proposer. C'est comme la bouffe. Ouais, je vais prendre, excusez-moi, je t'ai coupé. Ouais, tu parles des restaurations, ouais. donc c'est vrai que cette vierge, cette peinture. Je ne sais pas si on la voit bien, mais on fera un plan tout à l'heure dessus. Voilà, je l'ai fait, c'était une commande faite par la propriétaire de ces lieux, qui est quelqu'un de très bon goût d'ailleurs. Et donc la Vierge du Café, elle a été créée pour ces lieux. D'accord. Donc je l'ai créée pour ces lieux, et quand je l'ai créée, quand je peins, par exemple, pour parler de l'art, là, pour le coup, tu m'as envoyé la balle, je vais parler de l'art, je vais parler de moi. Tu vois, tu voulais ça en fin de compte. T'attendais ce moment. Pour parler de cette Vierge, c'est vrai que je n'ai jamais eu beaucoup l'occasion de parler d'elle. Donc, étant donné que je suis là maintenant et qu'elle est là depuis maintenant 4 ou 5 ans dans ce restaurant et qu'elle est plutôt bien appréciée, quand je l'ai créée, je voulais que, parce que quand j'ai créé, je suis en communication avec ma création, avec ce que je suis en train de faire. Ouais. Et quand j'ai commencé à créer ce tableau, cette peinture, bien qu'il y avait une commande précise, je demandais est-ce que j'ai la liberté de pouvoir m'exprimer à ma façon dans le cadre qui était la commande, mais que je puisse être libre. Je suis un peu comme toi. Voilà. La liberté fait partie de ma vie et je ne peux pas vivre sans cela. Donc, je fais partie de ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et alors, donc j'ai mieux communiqué avec cette vierge, cette photo qu'on m'a transmise. Et je me connecte avec elle, je dis voilà, je veux que tu sois la gardienne de ces lieux, que tu accueilles chaque personne qui va rentrer dans ces restaurants. Et c'est ce que je souhaite, qu'il soit émis de la peinture. D'accord. Donc que la Vierge soit là comme une mère qui va accueillir chaque personne qui passe, chaque client qui rentre dans ce lieu. C'est comme s'il arrive, il est bienvenu. Voilà. Un petit côté joconde un peu. Quand tu arrives, elle te suit, regarde comme ça, elle te fait. Oui, c'est vrai qu'elle a un petit peu ça. Donc, si tu veux, voilà, ça fait partie aussi de la façon de créer. C'est le regard de l'autre qui va faire que le tableau, il n'a pas de fin, en fait. Mais bien sûr, c'est le ressenti de l'autre. C'est ça, là. C'est pas l'artiste qui t'apporte. C'est comme toi, quand tu es sur scène. Ouais. Mais c'est le ressenti de l'autre qui est intéressant. Exactement. C'est pas, moi, ça va, je sais que je suis génial. C'est d'autres qui doivent le ressentir. C'est pas moi. Sinon, je serais chez moi, je regarde dans la glace, je dis, oh, qu'est-ce que je suis bien. Et voilà. Non, c'est ça. Mais ça aussi, c'est vrai. Si tu ne ressens pas, si tu ne te ressens pas bien quand tu es en scène et si tu ne te sens pas dans ton rôle, tu ne peux pas transmettre ça. On dit que la prétention, c'est un défaut. Pour moi, la prétention, c'est la première qualité d'un artiste. Être capable de partager grâce à un pinceau, grâce à un stylo, grâce à un couteau de cuisine, arriver à partager du bonheur, du plaisir, de l'émotion, du sentiment. Putain, s'il ne faut pas être prétentieux pour être capable de faire ça et se dire je suis capable de le faire, moi je suis prétentieux. Et encore, je suis prétentieux, je ne devrais pas l'être parce que je ne fais pas tout bien, moi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est la base, c'est ça. Tiens, tu fais ton tableau, tu accroches ton tableau, tu ne fais pas ça pour que ça soit moche, tu fais ça pour donner du plaisir aux gens. Mais si tu es capable de donner du plaisir aux gens, c'est que waouh, tu te prends un petit peu pour Dieu quand même. Et ben voilà, je suis sa réplique.
Non, mais tu vois, non, c'est pas... Tu es sans doute une partie de la sémence. Non, mais je plaisante quand je dis ça, mais... Non, mais je plaisante pas, oui. Non, mais quand tu te sens capable de faire un plat à cuisiner, voilà, ou une peinture, une chanson, une mélodie, une musique, une partition, en disant, ça va plaire à un maximum. Le but, c'est ça. Je crois que j'avais dit un truc là-dessus. L'art, c'est d'arriver à faire au mieux possible ce que tu aimes le plus au monde pour le partager à un maximum de monde. Je pense que la définition, elle est pas mal, quoi. Tu fais ce que tu aimes le plus, la cuisine, la peinture, machin, hein, tu le fais au mieux possible dans l'espoir de le partager au plus de monde. Ça s'appelle de la générosité. Oui, et la générosité, bah, tu vois, au contraire, moi, ce que je dirais, c'est que la prétention, oui, moi, à un moment donné, on peut avoir cette prétention sous certains rôles qu'on joue dans notre chemin de vie, dans les affaires qu'on a dû faire, dans les créations qu'on a pu créer. Mais je dirais qu'il y arrive un moment où cette prétention, elle revient d'une certaine façon. On te dit, oui, je peux avoir la prétention de faire ça, mais je dois avoir plus que la prétention, l'humilité. Ah, mais ça, je peux pas ça. Tu vois, parce que pour dire je suis Dieu, il faut être très humble. Non, mais là, je peux dire. Non, moi, je me plaisante. Je vais te dire un truc. Après, c'est un petit clin d'œil, mais si Dieu existait, ça ferait longtemps qu'il m'aurait fait une crise de jalousie. Voilà. Mais voilà, après, c'est ça, hein. Si Dieu existait, ça fait longtemps qu'il m'a fait une crise de jalousie. Ben oui. Non, mais encore un petit peu d'humour, c'est un peu mon métier. Ouais. C'est pas terrible, là, ça se vend pas de toute façon. Mais voilà, c'est une philosophie de vie. Non, mais je plaisante. Faut pas tout prendre au premier. Voilà, faut pas tout prendre au premier degré. Donc, voilà. Non, mais je pense qu'il faut être... Dans la vie, il faut pas tout prendre au premier degré. Mais surtout pas. Mais ça permet de faire passer des idées, ça permet de faire passer de plein de choses, quoi. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai répondu à cette deuxième question? Absolument. Bien. Bon. Moi, il te reste une question à répondre. Ah. Et donc, la question, c'est l'actualité. Ah, oula. La dernière. Encore une fois, oula. Ça, c'est très courant que quand je dis la troisième question, il s'agit de l'actualité, tout le monde me dit oula. Ah bon, nous avons tous un peu la oula là. Oula là. Donc voilà, l'actualité. Qu'en penses-tu, Raymond, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Et comment fais-tu pour les traverser? Alors, on a de la chance. On a de la chance parce qu'on est sur une planète qui est quand même extraordinaire, qui est à la base magnifique, étonnante. Ces rivières, ces montagnes, ces océans, ces vents, ces neiges, la pluie, qui est organisée, mais du waouh, comment on peut créer un truc comme ça, aussi bien fait que l'eau ruisselle dans les ruisseaux, elle va dans la mer, et ça nourrit, après ça va dans le ciel, ça fait des nuages, et il y a l'eau qui tombe sur des champs, ça nourrit les animaux, c'est super bien foutu. C'est bien foutu, on peut le dire. C'est quand même super bien foutu. Est-ce que l'homme aurait été capable de faire un mécanisme aussi parfait? J'en suis pas sûr. Et pourtant, c'est le seul sur la planète, là je vais parler de tout le monde, hein, des animaux, quand je dis des animaux... Du vivant. Du vivant, là, ça part de la mouche en passant par la girafe, et l'éléphant et la baleine. L'homme, c'est le seul être vivant sur la Terre à avoir évolué. Son intelligence a changé. Il ne se nourrit pas comme il y a 1000 ans. Il ne se reproduit pas comme il y a 1000 ans. Il a changé son concept de vie. Et son concept de vie, si on regarde bien, il a tout détruit. Après, comment je le vis? Je le vis dans ma petite vie à moi, qui est ridicule. C'est-à-dire que je fais à peu près 5 ou 6 km par jour sur mon vélo. Je regarde les informations. J'ai quelques amis. Et sur mon vélo, quand je vois un truc qui ne me plaît pas, je ne veux pas révolutionner la planète. Mais je le dis au mec. Alors ça me coûte des... Ouais, ta gueule avec ton recul. Mais au moins, voilà. Donc voilà. Et puis quand je vois des gens qui se plaignent, ou même qui ne disent pas bonjour à la boulangère en rentrant, un pain, moi je me retourne, on dit bonjour monsieur.
Ben, je dis bonjour si je veux. Eh ben, vous devriez le vouloir, ça serait bien aussi, ça. Donc, ça me fait pas que des amis. Voilà. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, voilà. Quand je suis au restaurant, que je vois quelqu'un qui se tient mal, avachi sur son assiette, je peux pas, ça fait partie de mes tocs. Hein. Je peux pas m'empêcher d'aller le voir et dire, et là, je raconte toujours un scénario, parce qu'il y a le mec qui me parle. Je dis, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis kiné. Et croyez-moi, en ce moment, le gros problème, c'est cette tenue-là, cette façon-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis, ça, c'est pour vous. Et vos enfants, pareil. Hein. Regardez, tu vois le môme qui est en train de se gaver, là, sa merde, machin, là. Et ben, je peux pas m'empêcher d'intervenir. Donc, comment je le vis? Ben, je le vis en essayant de partager ma vision des choses. Voilà, quand je vois des gens qui sont au restaurant, des amoureux, ils vont bouffer une pizza au restaurant et qui vont payer, je sais pas, 60 balles la pizza avec le verre de pinard, et ben je leur dis, hein, posez vos portables, regardez-vous, attention, allez, parlez-vous. Je m'en amuse, ils me regardent comme ça, puis après je m'en vais. Ils continuent à bouffer leur pizza, mais ils n'ont pas vu le message. Voilà. Mais au moins je le fais. Alors comment je le vis? Voilà, ma réponse elle est là. Alors je passe pour un barjot, je passe pour un fou, mais l'autre côté, moi je m'en fous, quoi. Ça me dérange pas plus que ça, voilà. C'est ta façon de faire ta part des choses, selon toi. Ouais, quand je vois quelqu'un qui jette son mégot par terre, je dis, ah, pardon monsieur, vous avez fait tomber une cigarette éteinte par terre. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est original. C'est vrai que si on veut faire des remarques comme ça, ce qui est... Ouais, mais aujourd'hui, tout le monde baisse les yeux, justement. Ils sont sur leur portable, ils se regardent plus, ils s'aiment plus, machin, là. Moi, quand je suis sur mon vélo et que je vois... moi, j'habite à côté de Bordeaux, et je vois des files d'attente de voitures à certaines heures de pointe, ils sont dans leur bagnole à attendre. Moi, je suis sur mon vélo et je suis un gamin, parce que je m'amuse à leur tirer la langue. Enfin, et je les double, et je leur tire la langue. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui me font des doigts d'honneur parce que je leur ai tiré la langue. C'est des gens de 50 ans. Et puis il y a des gens qui tirent la langue aussi. Donc c'est rigolo. Donc vous voyez, il y a un message qui passe. Ouais. Voilà. Je te conseille la prochaine fois à venir avec un nez de clown. Quand j'étais jeune au Brésil, dans mon Brésil natal, quand j'ai conduisais, il y avait... À un moment donné, j'avais choisi une journée par semaine, je me promenais avec un nez de clown. Et dans la voiture et dans la rue, justement pour essayer de faire les gens sourire. Et ça même dans mon Brésil où les gens ils sont quand même beaucoup plus souriants qu'en Europe. Bah oui. Et même au Brésil, il y a des moments, et en fait ça permet justement, c'est pas grand chose, mais ça permet d'amener ces petits riens qui va faire que cette personne qui se levait le matin et qui avait pas trop envie d'aller bosser et qui vient, et tout d'un coup, juste de voir ça, c'est rien du tout, mais tout d'un coup, il va sourire et il va aller travailler un peu plus légèrement. Ouais, mais c'est ça, et puis toi, ça t'apporte, moi ça m'apporte de la bonne humeur. Et on s'est rencontrés comme ça, moi je suis sur mon vélo, ce qu'on disait tout à l'heure au début, voilà, je suis sur le vélo, j'essaie de m'habiller un peu décalé, mais élégant, un peu, voilà. Je ne me contente pas de me mettre une doudoune parce qu'il fait froid, non, je vais mettre un joli manteau avec une jolie écharpe. Ben souvent, comme quoi le monde n'est pas complètement fini, parce que souvent on m'interpelle, ah monsieur, vous avez un joli manteau, ah monsieur, j'aime bien vos chaussures. Et ça donne une ouverture. Et moi, quand je vois les gens, encore faire des amis, comment ils s'habillent, j'ai envie de leur donner l'adresse, je leur dis, hey, oh, chez CA, c'est ouvert, c'est pas cher. T'as la mode à petit prix. Alors, le mec, il me regarde, il me dit, pourquoi il me parle de CA? Parce que là, le slogan, là, c'est la mode à petit prix. C'est ringard, c'est moche, mais au moins, le message est passé. Le mec, il se regarde, machin. Ou alors, j'engueule les gens dans la rue. Hein. Et c'est la dernière fois que je vois, c'est Doudoune. Hein. Il me regarde. Voilà. Non, mais tu fais ça avec de l'humour et effectivement, étant donné un personnage décalé, les gens, ils reçoivent en quelque sorte les messages de façon beaucoup plus légère. Ouais, je sais pas. Après, ils reçoivent comme ça. Il y a certains qui ne reçoivent pas du tout. Il y en a qui le reçoivent mal, machin. Il y a une anecdote, c'était pas cette année, mais c'était l'an dernier. On me propose, je dis, tiens, je vais faire ça fera partie de mes expériences. Il y a donc 2 ans, on me propose de faire le Père Noël. Je dis, putain, ça va être glauque de faire le Père Noël. Et pour une grosse galerie commerçante de Bordeaux. Et je me dis, alors, la fille me propose, alors je lui parle tarif, et elle me sort un tarif, je dis, après tout, pour l'après-midi, ça me fait un petit billet.
C'était pas, je veux dire, 450 balles pour faire le Père Noël, c'est vrai, 450 € pour faire le Père Noël. Je me dis, bon, déjà, je vais prendre un petit billet, ça va me payer le champagne pour Noël, et puis ça va me faire une expérience de plus. Donc, et je lui dis, à condition, il faut que le costume soit classe. Pour me retrouver avec un bout de papier crépon et une barbe ici, non. J'ai envie que le costume soit super classe. Avec la vraie barbe, travailler, avec le costume, avec le gros ventre, les bottes, les machins. J'avais déjà le gros ventre, c'était fourni par moi. Mais voilà. Et je me retrouve dans ce centre commercial, c'est pour ça que c'est drôle, cette anecdote est drôle. Et donc, il y a des gens qui passaient, qui te regardent, et ils ne te parlent même pas, ils te mettent le bébé sur les genoux, ils s'en font. Il n'y a même pas une communication, rien du tout. Et le truc qui me fait marrer, il y a des jeunes gens qui passent, on va dire des jeunes gens de cité qui passent, et je m'en amuse, je les vois passer, je leur fais « Oh, attention, hein, faites pas de bêtises !» Et là « Oh, ça va, monsieur Père Noël, on n'a rien fait, quoi, c'est bon, quoi !» Et moi, ils m'ont gueulé, comme ils ont cru que j'avais vu faire des bêtises. Hein, et les mecs, ils m'ont dit « Oh, ça va, monsieur Père Noël, ça va, on n'a rien fait, là, c'est tranquille, quoi !» Et j'ai dit « Ah ouais, quand même, merde !» Donc, c'est-à-dire que les mecs, je sais pas, 17, 18 ans, des petits un peu, on va dire, mais voilà, ils pensent avoir parlé au Père Noël. Enfin, leur réaction a fait qu'ils parlaient au Père Noël quand même. Hein, et ces mecs, bon, c'est pas. Voilà. Donc la communication, des fois, elle est étrange à faire passer, mais l'important, c'est de la faire passer. La preuve, elle est passée avec eux. Ça se trouve, les mecs se sont tenus à carreau toute la journée en se disant, bah, il y a le Père Noël dans le gala de commerce. Donc voilà. Donc voilà, la petite anecdote du Père Noël. Ah. Oui, c'est intéressant tout ça, et à la fois c'est intéressant, et à la fois c'est un peu triste quand même, parce que tu t'es dit qu'à force de passer beaucoup de temps justement avec les appareils électroniques, pour ne pas dire le téléphone, justement on a perdu beaucoup peut-être cette communication simple et libre, et beaucoup plus, on va dire, avenante, beaucoup plus facile qui était avant, il n'y a pas longtemps. Ouais, mais c'est super dur parce que plus j'avance, et je connais qui sont pas très loin de moi à l'heure qu'il est, qui ont l'impression d'être d'une autre planète, n'est-ce pas, madame? Et on est entré dans une autre planète, et si tu parles pas le vocabulaire de la planète dans laquelle tu es, tu passes pour un étranger, et un étranger, ça fait peur. Donc tu vis ça? Ah ouais, bah, c'est pour ça que je me retrouve dans la solitude. Parce que qui c'est ce mec-là? Il y avait une chanson de Pierre Vassilou, hein, t'as pas connu? Non. Qui chantait ça. Ça faisait, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Et puis t'as vu sa bagnole, les gars. Elle est franchement bizarre. Ah oui, je connais. Non, les gars, qu'est-ce qu'il fait? Non. Et donc il raconte le fait d'être différent. Cette musique à la base, elle est brésilienne. Bah oui, exactement. Non, mais c'est vrai, exactement. Je le connaissais. Ouais. Et voilà, il raconte ça, le fait d'être différent, tu fais peur. Oui. Tu fais peur, donc voilà, tu fais peur à tous les niveaux, pour le travail, pour les amours, pour le social, pour le machin. Aujourd'hui, tu arrives dans une soirée, à mon âge, à 35 ans, tu arrives dans une soirée, bon, pourquoi tu rigoles? Je rigole, parce que t'es drôle, j'aime bien. Je veux plus? Non, je veux plus? Mais dis-le, c'est honnête. Là, j'essaie d'être honnête, machin, et quand je suis honnête, les gens se marrent. Tu vois, c'est ça la différence. Voilà, c'est ça le décalage de ligne du temps. Depuis tout à l'heure, je raconte des mensonges, je raconte n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Là, je raconte un truc vrai, de mon âge. Là, c'est pas non plus le truc de dingue. Et bim, voilà. Bon, bah voilà, bah écoute, la prochaine fois, je donnerai, voilà, je continue à dire n'importe quoi. Après tout, si les gens nous écoutent. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, on a le même âge. Donc voilà, donc la différence fait peur. Donc on se retrouve seul, on se retrouve exclu. Voilà. Voilà, donc moi je m'amuse l'été à m'habiller. Encore quand je dis m'habiller l'été, c'est rare. Quand même. Ouais, non, mais ouais, justement. Donc tu as encore plus de liberté l'été. Tu peux avoir des trucs un peu plus frais, un peu plus que du manteau, du machin. Et ben, je m'amuse à ça, à choper le regard des gens, et il n'est pas négatif. C'est pareil. Je ne peux pas trop raconter ma vie sentimentale, mais ça interpelle.
Je raconte dans le bouquin. Oui, oui, parle-moi un petit peu de ton bouquin, justement. On va faire une petite parenthèse pour parler un petit peu de ton bouquin. Que je n'ai pas encore lu, mais que je promets, je lirai. Tu vas le lire. Je raconte dans le livre, là, on va garder sur ce sujet par rapport à la tenue vestimentaire, la différence. Il suffit de s'adapter. Parfois, alors ça va être un peu long à expliquer. J'allais chez des amis un peu sur la Côte d'Azur, un peu surfait, ça s'appelle Saint-Tropez. Et de temps en temps, l'été, je vais là-bas au festival de Ramatuelle. Il y a un gros festival de théâtre à Ramatuelle. Et moi, le problème, c'est que je suis un matinal. Ouais, le matin, à 7 h, je suis réveillé. Donc, je m'ennuie un peu le matin. Donc, je m'amusais à aller à Saint-Tropez boire mon petit café. Au Sénéquier, s'il vous plaît. Je l'ai raconté. Non, je l'ai raconté, ça. Non, mais ça ne peut être qu'au Sénéquier. Mais je l'ai raconté. Non. Ah merde, non, je l'ai raconté déjà. Ah merde. Bah, tu vas le voir, cette anecdote, c'est assez drôle. Donc, par rapport aux vêtements, par rapport à être. Et donc, je me suis amusé à faire un truc, j'avais dit, deux fois, je me suis dit, tiens, je vais jouer un rôle le matin, je vais m'amuser le matin. Donc, je me sape la veste blanche, un peu large, le sarouel blanc, un peu sexy, bronzé, machin, hein, et je passe le long du port. Et là-bas, il y a le Sénéquier qui est déjà occupé par les dames un peu bourgeoises, de Saint-Tropez, qui s'ennuient parce que leur mari est fatigué, parce que la veille, leur mari s'est amusé avec les filles de Saint-Tropez. Donc elles s'ennuient un petit peu, elles se sentent délaissées. Donc je passe le long du port, et à ces messieurs qui sont sur un bateau à milliards, je leur dis n'importe quoi. Je leur dis, hey, what a sir? Ils me répondent, et au suivant, et moi, le suivant me répond, et jusqu'au bout comme ça, peu importe, parce que c'est du superflu, c'est du bidon. Et donc, quand j'arrive devant la terrasse de Sénéquier, cette dame qui a la montre avec les paillettes, avec les diamants, les machins, les trucs, machin, l'a vu que je connaissais tout le monde, donc je suis rassurant, parce que je connais tout le monde. Donc je m'installe. Donc il suffit de faire un petit compliment. Bonjour madame, permettez-moi de... Juste avant de m'installer, j'aimerais vous dire que vous avez un bronzage magnifique, vous êtes très élégant. Ah, oh, merci, monsieur. Et là, eh ben, elle attend que ça, elle a mis sa montre à 3 millions, des machins, des trucs, avec son bronzage qui déborde de partout. Elle attend qu'il y ait un compliment que personne ne lui fait. Je suis seul à lui faire. Je gagne un petit déjeuner. Prenez bien un petit déjeuner avec moi. Avec grand plaisir, madame. Et c'est drôle, quoi. Donc, tu vois, l'attitude. Je connais pas un seul mec, je n'ai pas 10 balles sur moi. Et mon challenge, c'est de me faire payer le petit déjeuner. Et quand c'est validé, je ne prends pas qu'un café. Hein. Voilà. Donc, mais c'est ça qui est drôle. Et je vais te raconter la suite de ce truc-là. Je ne t'ai pas raconté. Pourquoi tu me parles de ce bistrot sécurieux? Parce que je connais. Sénéquier, si tu es un Sénéquier dans ce milieu-là, tu vas prendre ton petit croissant avec ton café Sénéquier. Le truc, ouais, mais avec un petit croissant. Mais non. Le truc, et un matin, j'y vais comme d'habitude. Et là, il y a une dame qui est dans les rues de Saint-Tropez, une dame toute fine, toute maigre, avec une espèce de pantalon à paillettes, sortie des années 70, qui doit avoir, je sais pas, ouais, 70, peut-être 80 ans, et qui me fait la même réflexion. Et à elle, je n'ai rien fait. Ouais, elle ne ressemble à rien. Mais... Ah bien, j'aime beaucoup votre tenue, monsieur. Ah ben, merci, madame. Et j'ai été pris d'un sentiment que cette dame me fasse un compliment, cette pauvre dame, toi, qui est là, machin, là. Et curieusement, elle me fait la même réflexion. Voulez-vous prendre un petit café avec moi? Je me dis, Raymond, arrête d'aller voir les vieilles milliardaires. Et là, cette dame, elle est sympa. Donc, je bois un café avec cette dame. Attends, tu vois, le truc. Je bois un petit café. Ah, bah oui, bah tant mieux. Bah, j'ai pas envie de trop. Ça va. Bon, bah je vous laisse parce que je suis attendu. Et je m'en vais. Je rentre à la maison, machin, avec mes amis qui connaissent un peu Saint-Tropez. Ce matin, j'ai une dame avec un paillette toute maigre, toute fine, machin. Elle me dit, t'as bu un café avec Cécile? Bah oui, Cécile. Cécile, c'est la plus grosse propriétaire de Saint-Tropez. Elle a tous les magasins Cécile Vêtements, Cécile Bijouterie. Elle a tous les magasins. Mais Cécile, non, c'est pas la même. De Saint-Tropez, une dame âgée. Non, je connais une Cécile qui a des choses comme ça à Saint-Tropez, mais c'est pas la même. Elle est toute fine, elle a toujours un pantalon. Quand j'ai un pantalon à paillettes, elle a tout le temps son pantalon. Celle que je connais, elle n'est pas aussi âgée que ça. Elle doit avoir peut-être 55, 60 ans. Ouais. Bien. Ah non, c'est vrai, elle est toute belle femme. Et elle est, quand tu regardes, tu prends une photo de Saint-Tropez du port, Cécile Bijoux, Cécile Souvenir, Cécile Vêtements, Cécile Machin. J'ai dit, elle me dit, et alors, je revois ma Cécile.
Et j'avais écrit un premier bouquin à l'époque déjà. Et j'avais parlé à lui, j'aimerais bien avoir votre livre. Et donc j'ai filmé, elle a lu mon livre. Et puis on est venu amis. Alors je suis ami avec Cécile de Saint-Tropez. Ah bah voilà. Non mais le truc, et elle m'a raconté justement, je lui ai dit, quand t'as fait, c'est quoi ton histoire? Elle me dit, moi je suis arrivée, j'avais pas de sous, j'étais étudiante, même pas étudiante, je crois. Et pendant les vacances, je faisais des petites poupées en chiffon, je me mettais sur le fort que je vendais justement aux milliardaires, aux gens qui étaient de passage. Puis j'ai rencontré, j'ai fait des belles rencontres. Moi je me suis marié avec des divorces. Après, j'ai acheté un magasin. Et puis, c'est de suite. Et voilà, donc tu vois, et tu rencontres des vraies valeurs. Et je pense qu'avec Cécile, le hasard a fait de comparer ces deux vraies valeurs. Ces dames qui s'affichent là, c'est avec leur truc, elles ne peuvent même plus lever une verre tellement elles ont des diamants sur la main. Et puis Cécile qui était. Humble, très humble, très simple en fait, tout en ayant autant de. Le même vocabulaire, est-ce que vous boire un café avec moi? Je dis oui, madame. Et moi, dans ma tête, en fin de compte, tu vois, c'est ça le monde. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Aux apparences. Bien sûr, bien sûr. Il faut être à l'écoute et tu ne sais pas la richesse qu'a la personne. Bien sûr. Ouais. Voilà, pourquoi je racontais ça? Pourquoi? Parce que c'est dans le livre. Oui, d'accord. Voilà. Dans le livre qui s'appelle Ah oui, alors il y a un livre. Alors, attention, c'est le livre. Ça s'appelle Je sais maintenant pourquoi maman buvait de l'eau de Javel. C'est un deuxième livre. Les gens qui me connaissent... je sais maintenant pourquoi. Je sais maintenant pourquoi maman buvait de l'eau de Javel. C'est interpellant ça. Alors, c'est interpellant, pourquoi? Les gens qui me connaissent un petit peu mon histoire, qui me connaissent même bien, parce que pour me dire ça, mais Raymond, raconte ta vie. Je comprends pourquoi les gens te disent ça. Non, mais il n'y a rien, je n'ai rien raconté. Mais raconte ta vie, mais fais un bouquin avec ta vie, c'est un truc de dingue. Et ça fait longtemps qu'on me dit ça. Ouais, le premier est sorti en 2017, donc ça fait pas son. Donc j'ai écrit le premier, et le premier s'appelle Dessine-moi un Raymond. Petit clin d'œil au Petit Prince. Voilà. Qui raconte ma vie, la vie d'un parcours un peu compliqué, d'un môme qui arrive sur la planète, là, comme ça, et qui ne comprend pas le langage des grands. Tu es déjà dans un monde. Je suis dans mon monde à moi, parce que je suis dyslexique et dysprasique, j'ai tous les dys. Hein? Tous les hic. Ouais, j'ai tous la dyslexie, la dysprasie, machin. Donc, quand tu es gamin dans les années 70, avec ce genre de pathologie, on te met pas dans une école normale. Tu es censé, si c'est à 13-14 ans, tu sais pas différencier un P d'un B et un T d'un... tu es considéré pas normal. Donc tu grandis dans une école, dans une classe de gens pas normaux. Ouais, d'accord. Voilà, donc tu n'as pas le droit à la scolarité normale, tu n'as pas le droit au cours d'histoire, au cours de géographie, tu n'as pas le droit à rien du tout. Tu as le droit juste à une maîtresse qui fait son peu en sortant un paquet de confettis ou de pâte à modeler et qui t'occupe pour faire des... Et puis qui te dit à 4h30, allez, à demain, voilà. Mais en fait, c'est pas plus mal ça, parce qu'en fait, ça t'a permis justement de faire ton cheminement vers ta liberté. Ouais. Parce que ça t'a permis justement dans ton monde, de te créer toi-même dans ton propre monde. J'étais dans mon monde. C'est extraordinaire, dans ce monde-là. En fin de compte. Ouais, oui, mais dans ce monde-là, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Parce que dans mon monde à moi, je passais pour un fou furieux. Parce que moi, avec rien, je m'amusais. J'avais pas besoin d'avoir une petite voiture ou un train électrique. Moi, tu me donnais un bouchon de bouteille, une capsule de bière, je passais ma journée à faire... parce que c'était un avion, parce que c'était un pompier, parce que c'était un soldat. Et les adultes... Et j'entendais les adultes, car il a encore passé toute sa journée avec sa petite capsule de bière, le pauvre. Ils ne savaient pas que j'avais rêvé. Je n'étais pas comme tous ces cons qui avaient besoin de camions de pompiers qui s'allument. Moi, mon camion pompier, là, avec 3 allumettes, ça y est, j'avais... Ben, en fait, ils n'ont pas besoin de ça. C'est une création de la société. Mais c'est pour ça que j'étais, moi, déjà dans un autre monde. Ouais. Voilà. Et pour ça que je dis que si vous avez des enfants en difficulté, entrez dans leur monde, vraiment entrez dans leur monde sans forcer. Vous verrez qu'il y a plein de choses. C'est peut-être un musicien, c'est peut-être un créateur, c'est peut-être un dessinateur, c'est peut-être un bricoleur, c'est peut-être tout ce que vous voulez. Mais ne forcez pas à savoir que 4 et 4 font 16. Ouais. C'est pas ça, je crois. 4 et 4, ça fait 8 seulement. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'étais gamin, là, on a essayé, là, allez, Raymond, 4 et 4. Alors, Corinne achète 2 pommes.
plus 2 pommes, ça fait combien de pommes? Moi, dans ma tête, j'étais en train d'imaginer la recette des tartes aux pommes. Mais je n'étais pas en train de calculer combien de pommes. Je m'en fous. L'important, c'est qu'on fasse une tarte aux pommes. Tu vois, c'est ça, mon décalage, il est là. Voilà. Et après, j'ai grandi avec ça. Donc, j'ai grandi avec ça. On m'a dit, trouve un bon métier, machin. Vite fait, je me retrouve dans le bâtiment. Parce que je me dis, pourquoi pas. Je me dis, tiens, les bricoleurs, les bien brillants. J'ai fait plombier. Pourquoi j'ai fait plombier? Il y a 2 trucs. Enfin, peu importe, c'est pas le sujet. Vous verrez dans le livre, c'est assez surprenant pourquoi j'ai fait plombier. Ouais, non, mais c'est super. Ça. Non, mais attends, là, le gros truc du bouquin, c'est que je bosse dans une grosse boîte où j'ai une très bonne place. J'ai 30 ans, je fais des gros chantiers, entre autres Euro Disney, donc c'était un gros chantier, responsable Euro Disney, chantier plomberie, salité, incendie, tout le reste. Et je fais un deuxième chantier, on me propose un autre chantier de prendre un chantier, qui s'appelle les prises uniques parisiens. On faisait les prises uniques parisiens. Donc je faisais les 2 chantiers en même temps. Ça existe toujours, le prise unique? Ouais, le prise unique, c'est Monoprix maintenant. Mais enfin, et là, je tombe de nuit, peut-être à la nuit, je tombe dans l'échafaudage, je tombe sur la tête, je suis considéré un peu fini quand même, filet de sang dans la bouche, filet de sang dans l'oreille, coma profond, 1 an et demi de rééducation de base, et après beaucoup plus. D'ailleurs, c'est pas fini. c'est ce que je disais, c'est que je suis un gros chantier. Et donc, je tombe, je fais ce qu'on appelle un hématome extradural. C'est une poche de sang qui soit entre la boîte crânienne et le cerveau, qui envahit le cerveau. Soit tu sors de cet accident, tu n'en sors pas, tu es mort. Soit tu en sors avec de grosses séquelles, de mémoire, de motricité, de machin. Et moi, je m'en sors, mais je m'en sors, je suis un miraculé. Mon médecin traitant, quand il a vu les scans du cerveau, il a appelé l'hôpital en disant, quand vous faites un scanner, prenez des gens qui correspondent au scanner. Parce qu'un mec qui a un scanner comme ça, il est mort. Il a rappelé l'hôpital, il me dit, mais normalement, vous êtes mort. Non, mais c'était un truc. Non, il a une grosse, grosse rééducation parce que j'avais perdu la mémoire, je ne savais pas qui était. Je raconte dans le bouquin ces anecdotes où voilà, je vous donne des petits trucs. Où quand je sors de l'hôpital, où je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais rien du tout. Mais l'instinct primaire revient chez moi, il revient vite chez mon instinct primaire, c'est que je trouve que l'infirmière qui s'occupe de moi est plutôt jolie. Et je trouve que l'organisation de l'hôpital est plutôt bien faite, puisqu'elle me ramène jusqu'à chez moi. Je dis, ah, ouais, c'est sympa. Puis je la trouve plutôt sympa, plutôt, ouais. Puis après, ouais, toi, pas chiante, mais c'est fringues dans mon placard, prépare à manger. Puis bon, du coup, je la drague un peu, mais j'ai su après que c'était ma fiancée. Ah, je ne savais pas que j'étais. Et on l'a prévenu. Ah ouais, non, mais j'étais pas là. J'étais conscient des choses, mais on l'avait briefé. Si vous posez des questions, vous dites oui, hein, faites comme d'habitude, sinon ça le contrarie, ça va bloquer. Et c'était drôle que j'ai redragué ma fille. Mais j'allais bien, physiquement, ça va, j'étais pas à travers, j'étais pas. Voilà, mais j'avais aucune compétence pour. Enfin, j'étais loin de tout, quoi. Ça, c'est un message de la vie. Et après, quand j'ai pu revenir un petit peu, j'ai dit, et mon premier exercice, c'était d'écrire des phrases logiques construites et de les apprendre, ce qui n'était pas gagné. Et j'ai commencé à écrire des phrases logiques et de les apprendre par cœur. Et d'en faire des sketchs, et d'en faire un spectacle, et de le jouer dans les cabarets à Paris, et de téléphoner au cabaret à Paris, de faire des auditions, et de commencer... Donc tu es rentré dans le monde artistique par là. Et je suis rentré par là. Voilà. Et au final, je suis un des recordman de cabaret à Paris. Je faisais 7 cabarets par soir. Wow, sérieux? Ouais, non, je suis un des recordman. Ah, mais j'étais un fou furieux. Après, à un moment donné, je m'en foutais qu'ils rigolent ou qu'ils rigolent pas, j'avais du boulot. Non. Bon, mais tu aimes pas ça. Non, si les mecs me rapprochent, tu sais, cabaret, tu fais un bide, ils te rappellent pas la semaine d'après. Donc, ouais, je commençais en dîner-spectacle et je finissais avec les filles du Lido, machin, à 6h du matin, à bouffer à la Cloche d'Or, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc j'ai appris, et puis j'ai rencontré des gens du spectacle. La nuit, tu rencontres des gens, tu rencontres pas des plombiers, des carreleurs la nuit. Tu rencontres des auteurs, des comédiens, des chanteurs, des musiciens, et c'est là que je suis rentré dans l'aventure du spectacle. Je raconte tout ça dans ce livre. Donc ce livre, si vous le voulez. À découvrir. Voilà, ce livre, si vous le voulez, ça s'appelle « Je sais maintenant pourquoi maman buvait de l'eau de Javel ». Parce qu'à travers cette histoire, j'ai écrit la suite. Parce que le premier s'appelle « Dessine-moi Raymond », le second s'appelle « Je sais maintenant pourquoi maman buvait de l'eau de Javel ». J'ai perdu de vue ma famille très rapidement. Bon, ma mère a choisi de quitter le monde
de sa propre volonté, il y a très longtemps. Et j'ai perdu de vue mon père et mon frère. Et ces derniers temps, je me dis, ça serait bien que je les retrouve. Et j'ai eu une idée magique. Je lui dis, ils doivent savoir que je fais du spectacle. Mais ils ne connaissent rien au spectacle. Et si je leur faisais savoir que je me marie, mais que je me marie à la show business, avec beaucoup d'argent, avec énormément d'argent. Donc j'ai construit, imaginé, mis en place un faux mariage, ce qu'on appelle pété de thunes, privatisation du bassin d'Arcachon. Ça s'appelle comme ça? De quoi? Ça s'appelle comme ça c'est un spectacle que tu fais? Non, dans la vraie vie, j'ai fait imprimer des faire-part, et j'ai fait savoir que je me mariais. Ah, ok. Ce qui a mis une petite alerte à mon frère et à mon père. Puisque je me marie et qu'il y a beaucoup d'argent, ça serait bien qu'ils se rapprochent de moi. Ils sont réapparus. Curieusement. Comme quoi? Comme quoi. Non, mais là, je le raconte un peu rapidement. Ouais. Les gens qui ont lu le bouquin m'ont dit c'est drôle, c'est absurde, c'est émouvant, c'est wow, mais je raconte que la vérité. Et quand est-ce qu'on va voir ces bouquins à la télé ou au cinéma? Je sais pas. À mon avis, moi je ne l'ai pas lu, mais ça a tout à fait l'air de valoir Ouais. Non, franchement, il y a avec toi comme un rôle principal. Non, pas moi, mais il y a des passages, dans le livre qui mériteraient peut-être un scénario. Et pas sur moi, justement, de rencontres de gens que j'ai rencontrés, ou encore, tout à l'heure, on parlait de rencontres étonnantes. Il y en a une dans le bouquin qui est étonnante, mais qui est improbable, où tu fais une rencontre et tu as une leçon de vie. Une leçon de vie. Voilà. Bon, alors on finit comment ce petit truc? On finit comme ça, on finit avec les gens qui vont continuer à découvrir ton histoire à travers ton bouquin. Voilà. Et on en finit avec les oui à la vie, puisque c'est comme ça qu'on oui à la vie, voilà. Je finis en te remerciant d'avoir accepté de répondre aux 3 petites questions Yes to Life. Merci beaucoup. Je te remercie pour ces moments partagés, très intéressants, et qui me permet aussi de connaître un petit peu plus le personnage et la personne, plus que le personnage que tu es. Et voilà, et oui à la vie. Oui à la vie. Et on finit aussi en remerciant tous ceux qui vont regarder. Merci beaucoup pour votre visionnage. Il y a des gens qui nous ont regardés. J'espère bien. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder. Continuez à découvrir le talent, la sculpture, la peinture, la musique. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et oui à la vie. Merci à Alejandra Parra pour avoir cédé son espace, parce qu'on était là et on a profité pour faire l'interview ici, dans le restaurant Emerald à Bordeaux. Qui est un restaurant avec une spécialité, qui est dans la spécialité colombienne, tout à fait. Ah, c'est un restaurant colombien. Voilà. On mange la cuisine colombienne. La cuisine colombienne. Très bonne. Oui, un très bon vin. Excellent. Excellent. Très bon vin. Bon, on dit au revoir alors. Très bon café, tout est bon ici. Tout est bon. On dit au revoir alors. Et on dit au revoir. Merci beaucoup. On dit au revoir, merci, à bientôt. Yes to life. Et puis à très vite.